plaisir de vous retrouver ce matin. Il fait beau à Paris et je ne sais pas si chez vous il fait beau également, mais en tout cas c'est plutôt agréable pour une fois. On est sur cette conférence rôle des intégrateurs électriciens dans la Silver Economy et vous allez voir que c'est un gros sujet. Merci Philippe Riffaut et Carole Falguière qui est en arrière-scène pour cette co-organisation, pour cette conférence, puisqu'on a fait, c'est la 4e conférence qu'on a ensemble depuis le début de l'année. En mars, on a parlé réseau de communication. En juin, on a parlé vidéoprotection et sûreté. En septembre, on a parlé pilotage des bâtiments et gestion des données. Et là, on parle donc effectivement rôle des intégrateurs électriciens dans la Silver Economy. Donc c'est cette 4e et dernière conférence, c'est le clap de fin pour la conférence sur la partie qui est co-organisée avec la FFIE. Un grand plaisir de vous avoir, vous voyez, on a fait un trombinoscope, de vous avoir avec nous, avec vos photos. Vous êtes tous avec nous. Et puis on a mis également les logos des partenaires et c'est grâce à vous qu'on organise cette conférence. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va pouvoir donc commencer tout de suite à faire un premier tour de table de présentation. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet de la Silver Economy. Allez-y, alors qui est-ce qui veut commencer? Christophe? Allez, il faut ouvrir les micros, comme ça vous les gardez ouverts tout le temps. Avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Donc, Christophe Lepelletier, j'ai intégré Formapelec en juin cette année en tant que directeur du développement commercial et de la communication. Voilà. Bonjour à tous, Taïeb Ali Bekir, directeur régional de Formapelec et en charge, on va rentrer dans le sujet, des POC entre autres. Alors c'est pour donner le nom de l'acronyme. Alors POC, alors c'est important et bien évidemment je vais l'énumérer. Préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Voilà, très bien. Gardez le micro devant vous, peut-être Mathieu, si vous avez, il y a un autre micro là, parce que sinon vous allez, tous les micros vont arriver au bout. Voilà. Allez-y. Bonjour à toutes et tous, Mathieu Alapetite, moi je suis directeur général de France Silver Eco, qui est une structure mandatée par le gouvernement pour animer la filière Silver Economy. Et donc cette filière, elle fédère l'ensemble des acteurs qui contribuent à adapter la société au vieillissement de manière très globale. Donc bien sûr, la première brique, et je pense qu'on va beaucoup en parler ce matin, c'est l'adaptation des logements au vieillissement, mais également finalement l'ensemble de la société, les transports, le numérique, l'accès à la culture, faire en sorte que l'environnement du quotidien des seniors soit pensé pour eux et bienveillant. Merci. Anne-Sophie. Bonjour à tous, donc Anne-Sophie Péry-Saint-Faber. Moi, je suis déléguée générale de IGNES, qui est l'Alliance des industriels pour les solutions électriques et numériques du bâtiment. Et donc, je représente des noms de votre quotidien, comme Legrand, Schneider, Aguerre, Somfy, Deltador, Hurmet, voilà, par exemple. Bonjour, je suis Éric Ouvrard, je dirige une entreprise d'intégrateurs électriciens. Nous sommes basés en Île-de-France et nous œuvrons à destination des résidences pour personnes âgées pour 20% de notre activité. Bonjour à tous, je suis Philippe Riffaut, délégué général de la FFIE, donc la Fédération française des intégrateurs électriciens. Voilà, ben justement Philippe, vous avez le micro. On avait dit que vous commenceriez par cadrer un peu ce sujet. Je vais vous passer la zapette, mais et là, vous l'avez. La Silver Economy, finalement, on a plusieurs transitions. Là, nous on en parle toute la semaine. On a la transition énergétique, et ça on voit la rénovation énergétique. On a la transition en termes de mobilité. On en parle aussi cette semaine. Et puis là, c'est une transition démographique, Philippe, qui est liée, qui impacte toute la chaîne. Oui, alors donc dans les axes stratégiques de la FFIE, effectivement, on a bien la transition énergétique, la transition numérique aussi pour nous, et la transition démographique. Donc l'enjeu est considérable. Je pense que Mathieu présentera ça beaucoup mieux que moi, mais il y a un vieillissement de la population et un allongement de la durée de la vie. Et de mémoire, on doit passer de 15 à 20 millions de personnes âgées de 60 ans et plus en 2030, contre 15 millions actuellement. Bon, alors après 60 ans, c'est très jeune. Hein. Donc on a une petite présentation. Vous avez une présentation, Philippe, effectivement sur le guide, parce qu'avec vous avez aussi coproduit avec Ignes. Voilà, il faut jouer avec la zapette. Un guide sur la Silver Economy. Oui, alors le guide sur la Silver Economy, c'est celui-ci.
donc qu'on a co-réalisé avec Ignes. C'est la deuxième version, puisqu'on avait déjà travaillé ensemble, ça fait quand même maintenant pas mal de temps. Et donc, dedans, il y a à la fois les enjeux économiques et démographiques. Ça s'adresse pour ce guide-là à nos adhérents. Il y a les solutions technologiques à mettre en œuvre. Il y a les conseils qui sont donnés aux intégrateurs pour se positionner, pour leur offre, etc. Et donc, c'est un guide qui est à la fois très pratique et synthétique, même s'il fait quand même pas mal de pages. Et donc, il est, je pense, en plus, il pourrait parfaitement être utilisé à usage du grand public, parce qu'il est pédagogique. Donc, j'en profite pour remercier à la fois Carole Falguer de la FFIE et Cécile Replumas d'Ignes, puisque ce sont les deux personnes qui sont bien impliquées dans la réalisation de ce guide. Voilà, donc, si on va avancer sur la ZAPET. Alors, si on avance très très vite, donc la FFIE, c'est 8000 entreprises adhérentes. Ça fait un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires de la profession, qui est à 20 milliards d'euros. Pour mémoire, le chiffre d'affaires bâtiment, c'est 130 milliards. Ce qui, d'ailleurs, correspond aux perspectives pour le monde de la silver economy. C'est assez curieux, mais on est sur les mêmes montants. 130 000 actifs. Et puis, donc, les adhérents de la FFIE, pour leur activité, 82% de travaux dans les bâtiments neufs ou existants ou en exploitation et maintenance. Les segments, c'est résidentiel, tertiaire, industriel et agricole. Il ne faut jamais oublier agricole parce qu'avec le développement extrêmement fort du photovoltaïque, il y a beaucoup de réalisations qui se font dans ce domaine. Et puis le reste, c'est des réseaux et de l'éclairage public pour les 18% restants. La population de nos adhérents, c'est 70% d'entreprises de moins de 10 salariés et puis 99% d'entreprises indépendantes. Mais on a aussi les gros qui sont chez nous. Je continue ou... Allez-y. D'accord. Donc, alors on a parlé des axes stratégiques. Donc la Silver Eco, c'est un sujet sur lequel on sensibilise nos adhérents depuis déjà quelques années, depuis 3 ans. Donc les intégrateurs sont pour nous des acteurs incontournables dans l'accompagnement des seniors. Donc il faut savoir que, quels que soient les sondages, et il y en a plusieurs, c'est récurrent depuis quelques années, le professionnel du bâtiment et donc le professionnel de l'électricité, c'est le référent de confiance pour les personnes physiques, les clients physiques et donc les personnes âgées. Parce qu'il y a à la fois la proximité, il y a la connaissance professionnelle et les compétences. Et puis, il y a l'agilité, le fait que les petites entreprises de proximité sont là pour intervenir, connaissent bien leurs clients. Donc, voilà, on souhaite renforcer le rôle clé des intégrateurs sur ce marché avec des solutions qui sont sécurisantes et sécurisées pour la personne âgée, leurs proches, le personnel soignant en cas d'incident. Des solutions aussi pour améliorer le confort et le bien-être, c'est la lumière, c'est le chauffage, c'est la qualité de l'air. Des solutions pour rompre l'isolement de la personne âgée, c'est ce qu'on appelle un peu le lien social à distance, avec des solutions qui permettent d'interpeller très vite et d'alerter l'environnement qui accompagne et qui sécurise. Et puis enfin des solutions connectées sur smartphone ou tablette qui permettent le contrôle à distance pour les proches. Alors je sais que Anne-Sophie, vous êtes en parallèle, vous avez l'habitude de faire cette présentation à 2 voix, donc n'hésitez pas à prendre la parole là, sur ces sujets, parce que les diapos sont partagés, si je ne me trompe pas, entre vous deux, sur la deuxième partie. Oui. Mais on peut avancer un peu sur les diapos, donc si vous avez des compléments. Voilà, alors peut-être Anne-Sophie, vas-y. Peut-être donc concrètement quelles sont les solutions qu'on va pouvoir effectivement mettre en avant et comment on va les mettre en avant en fait dans le cadre de la Silver Economy. On a 2 grandes familles de solutions qui vont pouvoir être mises en place. Tout ce qui va pouvoir sécuriser en fait le logement, donc sécuriser contre les chutes bien évidemment, et donc là
automatiquement, quand on est électricien, on pense à quoi? On pense au cheminement lumineux, avec, je dirais, de multitudes de façons de réaliser ce cheminement lumineux. On a aussi, dans d'autres technologies, qui sortent un peu juste des aides à la pierre, mais qui sont aussi très intéressantes, tout ce qui va être les détecteurs d'altimétrie, en fait, les détecteurs de chute. Donc il y a aussi beaucoup d'innovations dans ce domaine-là. Sécuriser un logement quand on est une personne âgée, en tout cas, c'est aussi la question du contrôle d'accès qui va être extrêmement important, à la fois parce qu'on a des aidants qui viennent et donc il faut effectivement gérer ces contrôles d'accès de façon efficace. Et puis c'est aussi des fois des maladies ou d'autres où on va être, notamment avec Alzheimer, des gens qui peuvent oublier leurs clés, et donc la gestion des clés, ça peut devenir rapidement quelque chose de problématique. Donc c'est vrai qu'on a là aussi des solutions autour de la serrure connectée qui peuvent apporter des éléments. Toujours sur ce pilier de la sécurisation du logement, on a aussi tous les détecteurs de fuite, que ça soit de gaz, d'eau, qui vont aussi nous permettre là aussi d'avoir des instruments qui vont permettre de remonter de l'information et donc d'agir au plus vite. Et puis, je n'oublie pas, en tant que représentante de la filière électrique, des industriels de la filière électrique, la sécurité électrique. On sait que les logements, en fait, souvent des personnes âgées, sont des logements qui ont l'âge, en tout cas, qui n'ont pas eu des travaux depuis un certain nombre d'années. Donc on a souvent des installations électriques qui peuvent être vieillissantes avec des problèmes de sécurité. Or, on a des aidants professionnels pour qui c'est leur lieu de travail. Donc c'est la moindre des choses que de pouvoir disposer d'un lieu sécurisé quand on va faire son travail ou quand on va amener des nouveaux équipements, des respirateurs ou d'autres, où là, effectivement, il faut aussi qu'on ait cette garantie sur la sécurité électrique. Donc, le pilier sécurisation, vous voyez, on a toute une gamme de solutions que vous connaissez très bien, qu'on peut tout à fait mettre en avant. Et puis, l'autre volet, en fait, des solutions qu'on peut mettre aussi pour faciliter, finalement, ce maintien à domicile, c'est tout ce qui va permettre de faciliter les gestes du quotidien. Les gestes du quotidien, c'est quoi? C'est gérer la température de son chauffage, c'est ouvrir ses volets, c'est allumer sa lumière, c'est brancher un appareil électrique, c'est ouvrir sa porte. C'est aussi, le geste du quotidien dans notre société actuelle, c'est aussi disposer en fait des outils numériques. Typiquement, les grands-parents, ils ont bien compris que s'ils n'avaient pas une bonne connexion Internet chez eux, ils n'étaient pas prêts de revoir les petits-enfants. Et ils ont compris aussi qu'aujourd'hui, le point de rendez-vous hebdomadaire en Zoom ou en Teams ou en WhatsApp, avec la vidéo de ses enfants ou de ses petits-enfants, c'est un élément clé de la famille. Et donc, quand on n'a pas l'image, oui, c'est gênant parce que pour son lien social, pour sa vie, c'est un élément extrêmement important. Donc, contrairement à ce qu'on peut attendre, et c'était d'ailleurs un des résultats de l'étude IFOP qui a été faite dans le cadre de la France Silver Economy, dans le cadre de la vision de l'adaptation de leur logement, les personnes âgées sont en attente, en fait, effectivement, aussi d'une vie numérique à la hauteur de leurs besoins. Donc ça, c'est les gestes du quotidien. Il y a un autre élément, donc température, bien évidemment, donc ces gestes du quotidien, on va pouvoir les simplifier par quoi? Par de la domotique, c'est-à-dire effectivement pouvoir adapter une commande aux problématiques qu'ils vont rencontrer. Donc quelqu'un qui ne voit pas, effectivement, va pouvoir imaginer une commande vocale, par exemple, ou pour les gens qui ont aussi des difficultés de préhension, on va pouvoir adapter, en fait, en fonction des usages et en fonction du problème rencontré, ces différents éléments. L'autre élément qui est extrêmement intéressant, c'est que quand on va avoir posé ces infrastructures en fait, de sécurisation d'un côté et d'aide en fait, à la gestion des gestes du quotidien, c'est qu'on va avoir posé une infrastructure qui va être aussi en capacité de dialoguer éventuellement avec des tiers si on le souhaite. Et ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir créer finalement cette infrastructure technique. Elle va pouvoir aider à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre la personne âgée et tout l'écosystème d'aidants et de soignants autour de lui. On va pouvoir effectivement faciliter des remontées de données, on va pouvoir faciliter l'échange. Et ça, c'est un point, je pense, extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pose une infrastructure, je suis jeune retraité ou futur retraité,
finalement, je pose une serrure connectée chez moi, ça va me servir dans ma première partie de senior, j'ai envie de dire, de partir en voyage et de pouvoir dire à la voisine, tiens, je t'ai ouvert la porte pour que tu puisses aller nourrir le chat ou arroser les plantes vertes. Et puis derrière, en fait, cette même infrastructure, elle va pouvoir en fait être utilisée pour d'autres usages et par d'autres acteurs. Donc c'est aussi cette dimension-là qu'on apporte, je pense, dans nos solutions. C'est des solutions qui ne sont pas stigmatisantes, qui sont designed for all et qui seront utiles en fait dans différents usages, des usages de la vie quand on est jeune, mais aussi des usages dans la vie quand on peut vieillir. Et pour nous, c'est important parce que ça veut dire qu'on va constituer demain de plus en plus un parc qui sera finalement adapté au logement. J'espère que en 2022, on n'en parlera plus de l'adaptation des logements, qu'on sera effectivement sur un parc qui nous permet de vivre, quel que soit son âge. Mathieu, alors justement, là on est rentré par le produit, hein, par la solution. Effectivement, pour France Silver Eco, peut-être qu'on peut rappeler, là on voit, il y a des solutions, mais on peut rappeler aussi les enjeux qu'il y a sociétaux qui sont liés à la Silver Economy. Et puis Anne-Sophie a commencé à les lister, hein, c'est les attentes des seniors autour de ce sujet. Est-ce que vous confirmez donc finalement ce qui a été dit, parce que vous avez fait des études là-dessus? Oui, alors oui, effectivement, moi je confirme tout ce qui a été dit là. Rapidement, moi j'ai présenté rapidement la filière, mais cette filière, donc, elle rassemble un ensemble d'acteurs, des grands groupes, des TPE, PME, des associations, des collectivités, des fédérations. D'ailleurs, je salue la FFIE et Ignes qui sont pleinement impliqués dans les travaux de la filière et notamment dans les travaux de 2023 qui est quand même bien centré sur MaPrimeAdapt, je vais y venir après, mais et l'enjeu de l'adaptation des logements au vieillissement et quelle politique publique pour adapter ces logements. En tout cas, moi je voulais démarrer, je vais prendre un petit peu de recul, effectivement, sur les enjeux sociétaux, les attentes, le contexte finalement de cette adaptation de la société. Il y a, on va dire, 3 constats qui matricent les travaux de la filière aujourd'hui. Le premier constat, c'est la transition démographique. Philippe en a parlé rapidement avec les projections démographiques. Moi, je trouve qu'il y a un chiffre qui est toujours assez illustrant et qui montre en tout cas l'urgence de travailler à l'adaptation de la société au vieillissement. C'est que dans la décennie dans laquelle on est, 2020-2030, on va avoir une augmentation massive des 75-84 ans. On va passer de 4 à 6 millions. Donc on va avoir une augmentation de 50% de cette tranche d'âge. Alors, je n'ai pas pris 60 ans, j'ai pris un peu plus. Oui, merci. Mais finalement, on voit dans le guide que finalement, ils ont l'air d'aller bien, même à cet âge-là. Donc, en tout cas, ce mur démographique, il est extrêmement important, il est central. Et cette tranche d'âge, même si elle est un peu plus âgée, entre guillemets, que les 60 ans, c'est pas un âge où on devient dépendant, c'est un âge où on devient fragile. C'est un âge où, finalement, on finit pas en EHPAD, on finit pas en établissement. Mais il faut un environnement adapté, un environnement pensé pour les seniors. Et le logement, c'est la base, c'est la première brique de l'adaptation de la société. Donc il y a vraiment cet enjeu-là qui est très fort. Et finalement, on parlera quelque part, je pense que si on se revoit dans quelques années, finalement, cette décennie, la suivante, ce sera la génération des EHPAD. Parce qu'il faudra que ces personnes-là trouvent des établissements adaptés. Mais en tout cas, sur cette décennie, l'urgence, c'est l'adaptation des logements et de la société. Le deuxième point, c'est la limite du modèle. On est dans un pays, la France, avec un modèle curatif très fort, très performant, mais un modèle préventif qui ne l'est pas assez. On n'a pas une culture de la prévention. On essaye, on pousse. D'ailleurs, la filière pousse pour ce modèle-là, mais aujourd'hui, c'est encore compliqué. L'adaptation des logements, le plus tôt possible, c'est justement ça. C'est ne pas attendre la première chute pour adapter son logement, mais l'adapter avant la première chute. Pour rappel, ça c'est un élément de contexte, un de plus, mais on a aujourd'hui 10 000 décès par an liés à des chutes domestiques en France. On meurt plus de chutes domestiques quand on est senior que sur la route d'accidents de la route. Donc ça, c'est un point important. Et donc, il y a ce point-là, et une logique préventive, c'est intéressant d'un point de vue économique. On gagne de l'argent, l'État gagne de la puissance publique, les mutuelles, globalement, gagnent de l'argent à être dans une logique de prévention. Et en plus, on vit en bonne santé plus longtemps. Parce qu'on vit de plus en plus longtemps, mais j'ai envie de dire que l'idée, c'est quand même de vivre de plus en plus longtemps en bonne santé. Et une logique préventive crée un écart de vieillissement en bonne santé. Entre un modèle français et un modèle scandinave, on a 5 ans d'espérance de vie en bonne santé, en plus, à ISO espérance de vie environ. Donc ça, c'est un deuxième point important. Et le troisième point, c'est l'évolution culturelle. Et je pense qu'encore une fois, j'ai fait la blague sur le guide et les seniors qui illustrent ce guide, mais
il y a une évolution culturelle forte. C'est-à-dire que les seniors à qui on s'adresse aujourd'hui à travers ces politiques publiques ne sont pas ceux d'hier, et pas ceux de demain non plus, mais ces fameux, entre guillemets, boomers avec de gros guillemets, ont toujours cultivé leur liberté, souhaitent encore cultiver leur liberté, vivre où ils souhaitent vivre, avoir les activités qu'ils souhaitent, et surtout continuer à vivre de la même manière malgré ces fragilités qui apparaissent. Ça veut dire donc penser l'adaptation des logements, des transports, de la cité en général, pour malgré ces fragilités, continuer à vivre de la même manière sans être stigmatisé, comme l'a dit Anne-Sophie. Donc ça, c'est vraiment 3 points très importants. Et donc, je l'ai dit, la brique principale, et d'ailleurs, je crois que ça a été dit, pardon, je reviens, mais il y a cette majorité de seniors, 85-90% de seniors, qui, dans cette logique de liberté qu'ils souhaitent cultiver, souhaitent vieillir à domicile. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, MaPrimeAdapt arrive au 1er janvier 2024, qui est un regroupement des aides existantes pour améliorer la lisibilité, la visibilité, la cohérence, le délai de traitement de ces dossiers. Et donc l'objectif, ce sera, dès 70 ans, de pouvoir adapter son logement, d'avoir accès à cette prime pour adapter son logement. Et peut-être, je ne sais pas si vous voulez qu'on rebondisse là-dessus, mais en tout cas, je compare juste cet âge-là à l'âge moyen de sollicitation des aides existantes, qui est de 84 ans. Donc cette logique de prévention, elle s'applique à cette nouvelle politique publique. MaPrimeAdapt, juste pour redonner les éléments en termes de montant qui est concerné. Quel type de travaux? Est-ce que on peut donner quelques éléments? Très rapidement, effectivement. Donc MaPrimeAdapt, je l'ai dit, regroupe les aides existantes, qui étaient principalement orientées vers la salle de bain. Donc on a eu quand même pendant ces dernières années une baisse de l'accidentalité dans les salles de bain grâce aux aides existantes portées par l'ANA, portées par la CNAV ou autres. Là, l'idée, c'est de regrouper toutes ces aides en une aide unique qui va s'appeler MaPrimeAdapt pour créer une marque, un peu comme MaPrimeRénov'. On va identifier cette aide-là. J'en ai entendu parler à la télévision, mon voisin, mes amis, ma famille. Ah oui, très bien, j'ai identifié cette politique publique et je vais aller sur Internet, MaPrimeAdapt. Bref, l'idée, c'est vraiment d'identifier cette politique publique accessible aux précaires et très précaires, à partir de 70 ans, sans condition de fragilité, ce qu'on appelle les GIR, et entre 60 et 69 ans, avec une analyse, une définition des fragilités, mais qui sera finalement pas très, très restrictive. L'idée, c'est d'accompagner les précaires et les très précaires à hauteur de 50 et 70%, avec un plafond maximum d'implication de l'État de 70% donc du montant des travaux. Exactement, oui. Tout à fait, avec une implication maximum, un plafonnement à 15 000 €. Oui, donc c'est quand même pas mal d'argent pour un logement. Quand on regarde, par exemple, sur la rénovation énergétique, pour donner, c'est 20 000 € par logement. Hein, quand on regarde, donc là, ça fait quand même un budget qui est important et qui permet j'imagine, de faire pas mal de choses. Tout à fait. Et puis, on a un budget moyen entre 6 et 8 000 € d'adaptation de logements au vieillissement. Quand on regarde l'enveloppe allouée par an à la prime par rapport au nombre de primes que l'on souhaite délivrer, on est sur la tranche, la tranche de prix adaptée. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis, un peu en complément, il y a quand même un crédit d'impôt qui a été prolongé pour une certaine partie de la population pour l'instant. Les non éligibles, plus de 60 ans, GIR 1 à 4, donc des personnes qui sont fragiles, voire dépendantes. Mais voilà, on a des travaux un petit peu législatifs pour améliorer cela. Mais il y a quand même, on est quand même sur une logique de progrès, d'amélioration de l'offre en termes d'adaptation des logements au vieillissement. Voilà, donc Philippe, pour la FFIE, on voit qu'il y a effectivement un marché important pour les électriciens, les intégrateurs électriciens, autour de ce sujet, puisque c'est 15 000 €, je retiens, par logement. Et donc, comment vous voyez les choses, vous, FFIE? Alors déjà, il y a plusieurs points importants, je pense, qu'il faut souligner. C'est que, et ça, je ne peux pas m'empêcher de le dire, quand on voit l'état de la construction neuve de logements en France, alors là, du point de vue prévention, on a raté pas mal de choses, parce que ça, on va le payer cher dans les années à venir. C'est-à-dire que les logements neufs n'ont pas été construits correctement pour prévoir... les logements neufs ne sont pas construits suffisamment. On est en très basse eau en ce moment, et forcément, il y aura des répercussions sur la suite, sur toute la chaîne du bâtiment et dans les logements, pour les logements de toute personne, hein, pas seulement... les personnes âgées, c'est tout le monde. Alors ensuite, par rapport à tout ce qui a été dit, on parle de sécurité électrique, et Anne-Sophie a raison d'insister sur ce point, parce que ça, c'est vraiment la base avant de commencer tous travaux, c'est de vérifier que l'installation électrique est en bon état de fonctionnement et garantit les conditions de sécurité aux usagers. Il y a heureusement moins d'accidents, moins d'incendies par an
en termes d'incendies d'origine électrique en France, mais il y a quand même plusieurs centaines d'accidents avec des accidents mortels ou des blessures graves. Et donc c'est la première chose. J'informe simplement que une installation électrique a en plus une attestation délivrée par le Consuel, qui est un organisme qui dépend de l'État, qui garantit que l'installation a été réalisée correctement et permet la sécurité des occupants. Donc ça, c'est important. C'est une des raisons pour lesquelles le recours aux intégrateurs électriciens est essentiel, puisqu'on aura une attestation consuelle, on aura du personnel et une entreprise formée et qualifiée. Je pense que Format Pelec reviendra là-dessus. Mais donc les travaux ne se font pas par n'importe qui. On a quand même des solutions numériques et domotiques qui peuvent être relativement difficiles à mettre en œuvre parfois. Et c'est important d'avoir les professionnels qualifiés avec leurs salariés et leurs équipes qui connaissent le métier. Autre point, on a beaucoup parlé de logement, mais effectivement, il y a les résidences services seniors et les EHPAD. Alors, ce sont des formes de logement, même si ce n'est pas forcément comptabilisé en logement dans les bâtiments. Mais ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier, puisqu'il y a tout un parcours. Je voulais aussi dire que du point de vue de la prévention, donc la prévention, c'est vraiment, que ce soit en termes médicaux ou en accompagnement de ce type des personnes seniors et plus âgées, c'est vraiment chaque euro investi en fait est rendu largement à l'État, aux mutuelles, aux caisses de retraite, à tout ce qu'a dit Mathieu. C'est pas de l'argent perdu, c'est vraiment de l'investissement. Et de ce point de vue-là, alors, je sais que les solutions numériques et domotiques viennent d'entrer dans le champ de MaPrimeAdapt, où les conditions de ressources sont quand même très basses. Donc, il faut relativiser la requise. Les plafonds sont vite atteints. Le plafond, là, la condition le plafond en termes de conditions de ressources pour donner un montant. C'est le barème de l'ANA, c'est les 2 premiers déciles. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont précaires et très précaires. Ils ont pas donné un montant. J'ai pas le. Ouais. C'est bas. C'est bas. Mais c'est relativement faible. C'est les 2 premiers déciles en termes de revenus. Donc, c'est très faible. Alors, donc, je finirai par là. Les solutions numériques domotiques sont nouvelles dans le panier de MaPrimeAdapt. C'est bien parce que de toute façon, ça sensibilise les personnes et le grand public pour toute cette catégorie d'âge. Le regret que j'ai vu la communication qui a été faite tout récemment dans le dossier de presse et l'ANA. Alors on parle, c'est important évidemment, de la douche et du monte-escalier et du sol antidérapant, mais il ne faut pas oublier que dans les chutes, il faut déjà y arriver à la douche. Et s'il n'y a pas un parcours lumineux, y a une moitié de chutes qui sont causées par justement la personne qui a perdu ses repères et qui est dans le noir. Donc si on peut, là on y contribue aujourd'hui, à mettre encore plus en valeur ces solutions numériques et domotiques qui ne sont pas excessives en termes de prix et qui apportent à la fois sécurité, prévention et confort. Les volets commandés, roulants, électriques, c'est important ça aussi, parce qu'arriver à un certain âge, c'est difficile. Enfin voilà, je voulais insister sur ces points. Il y avait encore une... Ah oui, encore une slide. Oui. Voilà, il y a encore une diapo qui était là. Voilà, on va la montrer. Ah, on allait trop vite. Benjamin, il va revenir dessus. Oui, alors, donc... à la FFIE, on a une action d'expérience en grandeur réelle avec ProBTP. ProBTP, c'est la caisse de retraite et de prévoyance du BTP. Donc Agir Carco, avec un régime de prévoyance, il y a quand même plus de 3,5 millions de personnes qui sont couvertes par ce régime, entre les retraités et les actifs. Et donc, on a décidé, avec les équipes de ProBTP, de créer un lab pour montrer le savoir-faire dans un EHPAD géré par ProBTP, qui gère à peu près 25 établissements. Donc, on va le faire à Reims. C'est en cours, c'est déjà lancé et les bureaux d'études sont choisis et le cahier des charges est en train d'être constitué. Donc on aura 18 chambres qui vont être équipées, plus les parties communes, pour montrer le savoir-faire des entreprises, tester les innovations sur place, in situ, le tout se faisant évidemment non seulement avec les résidents, ça c'est important parce qu'il faut vraiment tenir compte des besoins des personnes, des soignants et des accompagnants.
pour ces personnes-là. Et puis, donc, on espère ensuite en tirer bénéfice pour améliorer encore ce qui peut être amélioré, créer de nouveaux standards pour les équipements des chambres. Et si ça marche, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, ça va être étendu déjà à tous les établissements de ProBTP, et puis sûrement au-delà, parce que c'est vraiment de la démonstration en situation réelle. Voilà, là, on n'est pas dans le logement, on est plutôt dans un EHPAD. Hein. On est dans un EHPAD, mais où les personnes habitent quand même, vivent. Ouais. Et on a aussi un lab à la FFIE, dans notre siège, rue Hamelin, qu'on va aussi équiper bientôt avec un des adhérents d'Ignes, d'ailleurs, d'un parcours lumineux dans notre partie résidentielle. On va arriver à vous, Eric, mais juste avant, pour donner la parole à Anne-Sophie, parce que vous, Eric, vous travaillez sur ces sujets-là, mais Anne-Sophie, les industriels aujourd'hui, ils ont des solutions, ils investissent beaucoup sur des solutions pour cette transition démographique. J'ai l'habitude de dire, on en a plein les catalogues. Et juste pour la petite histoire, c'est important de bien comprendre qu'on a bien dans tous les catalogues. Parce qu'en fait, moi j'ai des adhérents, la première fois que j'aurais parlé de ma prime à date, ils m'ont dit oui, bon, c'est intéressant, mais bon, tu sais, j'ai qu'un truc à vendre pour faire court, qui était mon bouton d'appel. Et je leur dis, mais vous n'avez pas compris. Là, le sujet, ce n'est pas les solutions spécifiques et développées spécifiquement sur le sujet. C'est l'adaptation des logements à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la sécurisation des accès et la sécurisation tout court et les gestes du quotidien. Et donc ça, je pense que c'est aujourd'hui, vraiment le cœur de cible, c'est vous, les électriciens. Le message qu'on veut vous faire passer, c'est que nous, on a appris à se connaître entre filière du médico-social et filière du bâtiment. On a appris, en fait, face à ce qu'on connaît comme solution de tous les jours, à se rendre compte que cette solution, elle peut correspondre à une problématique que rencontrent les acteurs du médico-social. Et faire ce match entre j'ai un problème d'une personne qui ne voit plus versus je sais quelle solution technique je peux mettre dans un logement pour le faire. C'est bien sûr le rôle de l'électricien d'expliquer qu'est-ce qui va être fait, mais c'est aussi cette rencontre. C'est-à-dire que si on ne crée pas la rencontre entre le monde du médico-social et le monde du bâtiment pour que cette culture générale de l'adaptation au logement, de la compréhension de tout ce qu'il est possible de faire, on n'y arrivera pas. Donc le message que je voulais vous passer, c'est de dire on a travaillé en tant que filière pour vous donner des outils pour comprendre un peu plus leur langage, parce qu'on n'a pas le même langage. Mais allez à leur rencontre dans vos territoires de ces acteurs du médico-social. Il y a plein de réunions qui sont organisées aussi par les mutuelles, par tous les acteurs du territoire qui sont mobilisés. Et donc, en tant que filière ou en tant qu'électricien de terrain, intéressez-vous en fait aussi à ces réunions auxquelles vous vous dites « je ne suis pas concerné ». En fait, si, parce que si on ne va pas à la rencontre, on n'arrivera pas à créer ce match. D'autres l'ont fait avant nous. Je pense que les acteurs, effectivement, de la salle de bain, des montes-escaliers, ont su en fait faire connaître leurs solutions auprès des acteurs du monde médico-social. Et nous, on pense qu'on a besoin de mieux faire connaître nos solutions auprès de ces acteurs. Mathieu, vous voulez réagir avant de passer juste à la parole? Pour rebondir sur ce que disait Anne-Sophie, tout à l'heure, je parlais de l'âge de sollicitation des aides existantes, 84 ans. Ça illustre une chose, c'est qu'aujourd'hui, les artisans, les professionnels sont des pompiers. Arrivent en curatif beaucoup trop tard, souvent après une chute, donc une hospitalisation. Au retour de l'hospitalisation, il faut vite adapter le logement. Et finalement, j'ai envie de dire, on parlait tout à l'heure en créant ma prime adapte de réduire les délais. On me demande toujours, mais ça va être quoi le nouveau délai? Mais de toute façon, pour ces personnes-là, 84 ans, même une semaine, c'est trop long. Il faudrait que le lendemain, la personne arrive avec le matériel. Aujourd'hui, 70 ans, ça veut dire qu'un artisan, et l'étude dont on parlait, elle a montré, le capital confiance le plus élevé, c'est l'artisan, le professionnel du bâtiment qui l'a. J'interviens chez une personne pour autre chose. Et la personne a 70, 11, 12, 13, 14 ans. Il faut lui en parler. Je pense que les meilleurs ambassadeurs de la prime, de l'adaptation de logement, ce sont les artisans eux-mêmes, les professionnels eux-mêmes qui interviennent, qui ont le lien de proximité, qui sont chez les gens et qui disent « mais attendez, pendant que j'y suis, je vous en parle, sollicitez cette aide-là ». Est-ce que la solution, c'est pas on est dans des chantiers de rénovation énergétique un peu massifs là aujourd'hui, c'est de dire en même temps on embarque aussi des travaux de ça peut s'inscrire là-dedans, mais le principal, je pense avant tout, c'est vous êtes là, vous venez régulièrement chez les personnes pour une intervention autre,
vous devez en parler. C'est-à-dire que vous identifiez la personne qui vraiment est dans le cœur de cible et parlez-lui. Et d'ailleurs, voilà, et même accompagner, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour l'adaptation des logements, à la sobriété ou autre, c'est que ben voilà, soyez l'accompagnateur, soyez l'ambassadeur de cette cause de l'adaptation des logements au vieillissement. Ça, on a compris alors. Eric, vous êtes intégrateur électricien et vous travaillez beaucoup sur ce que j'ai compris sur les EHPAD. Vous accompagnez une centaine d'EHPAD. Et donc, alors, EHPAD et résidence-service. Et résidence-service. Et donc, ce qu'on voulait aussi savoir, c'est avoir votre témoignage, vous, en tant que professionnel. Quels sont les besoins des EHPAD, quelles sont les attentes, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'aujourd'hui les équipements sont suffisants? Alors, les attentes sont vastes, le marché est énorme. Ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup d'EHPAD et résidences-services n'appartenant pas à des groupes ne sont pas forcément staffés techniquement. Mettez bien le micro devant. D'accord. Donc, certaines résidences-services et EHPAD ne sont pas forcément staffés techniquement, et donc ils sont en attente de conseils et d'accompagnement des intégrateurs électriciens. Parmi les choses qu'elles attendent de nous, du conseil et du service. Alors, pour le conseil, il faut qu'on soit force de proposition, leur proposer des mises en sécurité électrique de logement entre deux locataires. Donc, on parlait tout à l'heure de l'établissement d'une attestation consensuelle. Donc, ça, c'est l'aboutissement de notre travail de mise en sécurité électrique du logement. Dans les choses que l'on peut proposer aussi, c'est des contrats de maintenance préventifs sur la résidence pour ne pas être en train de jouer les pompiers de service, mais faire du resserrage, du dépoussiérage de tableaux, une thermographie, ce qui permet d'identifier des points chauds, des disjoncteurs qui pourraient être défaillants dans le futur, et ensuite de pouvoir proposer le remplacement. Donc ça, ce sont des choses que l'on peut proposer au quotidien. On peut également proposer des nouveaux équipements. Donc on a parlé de cheminement lumineux. Ça se met en place de façon très très simple. Ça coûte quelques centaines d'euros parfois. Et ça permet d'améliorer le quotidien du résident. Oui, ce budget-là que vous développez, c'est une centaine d'euros, ça vaut pour un EHPAD comme pour un logement, j'imagine. Dans un logement. Oui, c'est pareil. Oui. L'équipement du logement coûte quelques centaines d'euros. Donc c'est accessible et ça permet d'améliorer le quotidien. Des prises à manipulation facile, donc pour les personnes qui pourraient avoir des problèmes de préhension, ça permet d'avoir un levier sur la prise de courant pour pouvoir brancher et débrancher son équipement. Donc ce sont des choses très simples que l'on peut proposer aux résidences, services, aux EHPAD pour améliorer le logement et le quotidien des résidents. Et quand on regarde les EHPAD aujourd'hui, en termes de taux d'équipement, est-ce qu'ils sont tous au niveau que vous décrivez là, ou encore ils en sont encore loin? Est-ce qu'ils viennent vous voir en disant ben voilà, il faut qu'on s'équipe? Alors les EHPAD sont souvent très bien équipés parce qu'ils ont été rénovés. Ce sont plutôt les résidences-services qui ont besoin d'équipements complémentaires. Et donc, il y a énormément de choses à faire. Et donc là, ils viennent vous voir avec un besoin c'est plutôt nous qui allons les voir pour leur proposer des solutions. Voilà, donc ça c'est le maître mot finalement qu'il faut retenir, Anne-Sophie, Philippe. C'est que finalement, il doit y avoir, à chaque fois qu'on rentre dans le logement, qu'on rentre dans une résidence, il faut venir proposer ces solutions, parce que sinon elles sont oubliées. C'est ça. Exactement. Des radiateurs connectés pour pouvoir améliorer le confort du logement en adaptant la température en fonction de l'occupation des pièces. Donc ça fait partie des conseils que l'on peut apporter, enfin que l'on doit apporter à nos clients que sont les résidences et les EHPAD. Après, il y a également le service que l'on peut apporter. Donc souvent, les résidences sont démunies le week-end lorsqu'il y a une panne de courant, et sont obligés d'attendre le lundi matin ou la nuit. Et la solution, c'est de proposer des services d'astreinte 24 heures sur 24. Vous, en termes d'activité, parce que vous êtes là, on vous a sous la main, c'est le témoignage, oui. Ça représente quelle partie de votre activité, cette silver economy Environ 15% de notre activité, 15 à 20% de notre activité. Oui, donc c'est quand même, c'est loin d'être marginal. Oui, c'est pas marginal. Oui. Donc c'est quelque chose d'important. Juste, Mathieu, en termes de volume, est-ce qu'on a une idée
parce que je sais qu'on a des objectifs sur la... Vous l'avez peut-être dit le chiffre, mais je ne l'ai pas entendu, ou je ne l'ai pas retenu. C'est les volumes qu'il faudrait adapter aujourd'hui par an pour qu'on tienne une feuille de route. En tout cas, peut-être deux chiffres intéressants. La feuille de route, aujourd'hui, on a une trajectoire pour MaPrimeAdapt, une trajectoire en termes de volume, à 680 000 logements adaptés sur 10 ans, avec une augmentation des volumes progressive année après année. On va démarrer à environ 45 000 sur la première année, en 2024, et on va aller jusqu'à 80 à 100 000 par an, donc en rythme de croisière. Ça fait un volume global de 180 000 euros. Quand on fait une photographie aujourd'hui des volumes de logements, des logements concernés par les plus de 75 ans, grosso modo, on est à près de 2 millions à 2,5 millions de logements à adapter. Donc des personnes qui sont concernées, qui sont dans la cible des publics. Donc on a un peu deux logiques qui s'opposent, une logique de quota, une logique de critères. Je dois être sur certains critères pour prétendre à MaPrimeAdapt. En même temps, il y a beaucoup de monde qui peuvent prétendre à MaPrimeAdapt. Donc il y a beaucoup plus de personnes que les 680 000. Donc là, il y a un enjeu, j'en reviens à mon histoire d'ambassadeur ou autre, c'est qu'il y a des personnes qu'il va falloir aller convaincre, sans forcément solliciter la prime, d'adapter leur logement. Il y a vraiment ce travail-là. Voilà, c'est vraiment ce point-là qui est très, très intéressant. Et on parlait tout à l'heure de logique économique. Philippe en a parlé rapidement. On a mené une étude d'impact économique il y a quelques mois maintenant avec un collectif d'acteurs et de fédérations. On voit qu'on a monté un modèle qui est très très proche du modèle des projections du gouvernement. On a prévu, je crois, 720 000, alors que 680, donc 720 000 logements aidés, donc adaptés via MaPrimeAdapt. Et on voit que globalement sur 10 ans, ça coûte de l'argent effectivement à l'État d'adapter les logements, donc de financer, de subventionner l'adaptation des logements. Ça coûte mécaniquement plus d'argent à l'État de faire venir les services à domicile pour ces personnes qui restent de fait à domicile. Par contre, on économise de l'argent dans le même temps. Pourquoi ? Parce qu'on réduit les chutes, donc on réduit les dépenses, typiquement de santé. On a également toutes ces personnes qui mécaniquement restent chez elles, ne sont pas en établissement, donc ça coûte moins cher à l'État. Jusqu'à un niveau de dépendance donné, c'est moins cher de rester à domicile. Et le dernier point qui est important, c'est la création de valeur. On s'adresse à des professionnels, la TVA, la création d'emplois, la création de richesses, qui est très très importante. Et un point important, je trouve encore une fois en termes d'argumentaire auprès des seniors, c'est que c'est une amélioration des personnes, de l'environnement des seniors, d'adapter le logement. Les aidants vivent mieux dans un logement adapté. Les professionnels, les aides de domicile, c'est plus facile de faire la toilette d'une personne dans une douche adaptée que dans une baignoire mal conçue. Donc il y a vraiment ce point-là aussi. Et les arrêts maladie sont réduits des personnes qui travaillent à domicile. Bien sûr. Anne-Sophie, juste avant de vous donner la parole. Donc on voit 2 millions... 600 000 logements. Bon, il faut que les gens aussi prennent conscience d'adapter leur logement. Je voulais juste donner un petit chiffre, parce que je l'ai lu sur Le Monde hier. C'est, vous savez, l'âge moyen d'achat d'un SUV, c'est 70 ans. Je crois que dans les voitures, c'est un peu moins. Mais donc, ça veut dire qu'il y a aussi un arbitrage. Là, ça fait la blague, mais il y a aussi un arbitrage de comment j'oriente mon budget. Est-ce que je l'oriente plus sur l'achat d'une voiture ou je l'oriente plus sur l'aménagement de mon logement? Donc c'est une prise de conscience de la manière dont je vais orienter mon budget, non? Oui, c'est vrai. Je trouve qu'en plus, votre chiffre, il illustre aussi un paradoxe, c'est que les gens dans les publicités n'ont pas 70 ans. Donc il y a quand même un grand déni sociétal entre les personnes qui conduisent les voitures dans les publicités et les personnes qui les achètent. Et je trouve que ce déni-là, il est global. C'est un déni des élus, des seniors eux-mêmes, de leurs aidants. Je ne me vois pas vieillir et je me refuse un petit peu à l'accepter, entre guillemets. Donc je trouve que ça illustre aussi ce point-là. Anne-Sophie, oui. Moi, je voulais réagir sur 2 points. Le premier, en fait, MaPrimeAdapt ne traite pas du parc social. Et je pense que c'est un message pour vous aussi. On sait que le parc social est plutôt en avance sur les enjeux de rénovation énergétique, puisqu'il y a proportionnellement moins de classes F et G dans le parc social que dans le parc global. Oui, il y a une prise de décision qui est plus simple aussi dans le parc social, c'est-à-dire un monopropriétaire. Qui est différente, c'est différent. Parce qu'il y a des budgets aussi, ils ont quand même des contraintes budgétaires, nos amis des parcs sociaux. Du coup, sur le parc social, plutôt en avance sur la partie énergétique. Par contre, plutôt en retard en fait sur les enjeux d'adaptation. Je pense qu'il y a une prise collective de conscience politique, en tout cas sur cet enjeu, et que donc dans les mois à venir, on n'est pas à l'abri d'une feuille de route, ou voilà, en tout cas que le monde social se saisisse plus fortement de cette question. Et moi, je voulais juste témoigner que, bien évidemment, le monde social, c'est souvent aussi un monde d'innovation.
Et moi, j'ai des adhérents qui innovent encore sur ces sujets. Je vous laisserai découvrir les nouveautés d'Urmet et de Solinov en la matière. Il y a aussi de l'innovation encore à créer, des nouveaux produits qui arrivent, des nouvelles solutions qui arrivent. Et ça, c'est intéressant parce que de ce dialogue, des cas de figure, forcément, on va continuer à innover, forcément, on va continuer à mieux satisfaire les besoins des différents acteurs. Donc, n'oublions pas le parc social et puis ayez quand même s'il y a déjà plein de choses en catalogue, on peut toujours mieux faire et toujours innover. C'est ce qui anime en général les industriels. Juste avant de passer sur la partie formation, Philippe, est-ce qu'on a aujourd'hui, ça fera la transition, est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment d'électriciens qui peuvent répondre aux enjeux, si j'ai compris, 2 600 000 logements, là, pour retenir un chiffre à adapter. Est-ce qu'on a les forces humaines pour réaliser ces travaux? Alors, je vais répondre de deux façons. La première chose, c'est qu'il y a un problème de pénurie de personnel qualifié, globalement dans le monde de l'électricité, et pas seulement chez les installateurs et intégrateurs, hein. C'est quand même plus globalement dans la chaîne, ce qui est peut-être assez nouveau d'ailleurs par rapport à avant. Mais, donc oui, il y a un problème de pénurie, première chose. Deuxièmement, la question que vous posez, ça fait, je dirais, plus de 30 ans que je l'entends poser, moi, pour le bâtiment. C'est-à-dire, est-ce que vous allez être capable de faire face aux échéances, aux enjeux de rénovation énergétique, à la construction, etc. Bon, je vais répondre par l'expérience, c'est que jusqu'à présent, le bâtiment a toujours fait face, et les électriciens aussi. Donc moi, à mon avis, je pense qu'il n'y a pas de raison que nos adhérents et d'une manière générale les entreprises d'intégration électrique ne réussissent pas ce challenge. Surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a moins d'activité dans le logement neuf, donc il va aussi falloir redéployer ses compétences. Ouais. Mais il y a un enjeu fort à faire sur la formation initiale comme continue. C'est pour la transition. Ouais. Et juste redire que sur les enjeux d'adaptation des logements, sur la filière électrique, on est sur des gestes as usual, en fait. C'est les pratiques professionnelles classiques. On n'a pas besoin nécessairement de compétences complémentaires. Donc ça, c'est un point, je pense, extrêmement important. Autant, effectivement, quand il s'est agi de l'isolation thermique par l'extérieur, on avait des professionnels qui changeaient de règles de l'art. Autant là, ce n'est pas le cas. Oui, ou l'IRVE, ou le photovoltaïque, il y a des compétences aussi à acquérir. Sauf qu'il faut quand même des compétences en électrotechnique qui sont indispensables, que ce soit sur les sujets IRVE ou photovoltaïque ou solutions techniques et numériques et domotiques. Prenons l'exemple du photovoltaïque. Si vous installez du photovoltaïque sans avoir les compétences d'électricien, il peut y avoir des risques sévères. Ouais. Prenons l'exemple des bornes de recharge de véhicules électriques. Bon, il y a un grand magasin de distribution qui actuellement vend des bornes qui sont sûrement très bien, mais qui ne sont pas conformes à la norme française, donc avec des règles de sécurité non respectées. Donc non, il faut toujours, quand même, c'est important, les compétences fondamentales, le socle, le métier de base, il doit être maîtrisé. Et après, on ajoute effectivement des compétences autres qui peuvent être notamment inculquées par les organismes de formation tels que Formapelec. Je refais la transition. La transition est toute faite. Oui, parce que alors on voit effectivement les enjeux. On va vous prendre vous aurez les deux micros. On voit les enjeux parce que là vous avez une intervention, mais donc on va vous mettre les diapos. Finalement, il y a effectivement les formations pour répondre à la silver economy. Et on voit qu'il n'y a pas que la silver economy, aussi la transition énergétique, le photovoltaïque, l'IRVE. Bon, enfin, vous connaissez ces sujets, vous allez en parler. Il y a aussi des enjeux de financement de ces formations. Et ça, on va en parler aussi parce que il faut accompagner cette filière pour pouvoir former son personnel. Et puis, il y a les enjeux de recrutement. Et on voit qu'il faut des hommes et des femmes aussi pour venir déployer ces solutions. Oui, exactement. Donc, d'ailleurs, Formapelec, à l'origine, a été créé pour accompagner les intégrateurs électriciens dans toutes ces évolutions, que ça soit, comme on en a parlé, sur le photovoltaïque, l'IRVE, et ça sera le cas, et c'est déjà le cas pour la silver economy. Sur des points de vue, effectivement, dans un contexte, je dirais, de recrutement parfois très difficile, où on va aller plus loin que l'organisme de formation, on va aider les intégrateurs électriciens aussi à recruter et à former.
Et Tayeb nous expliquera sa méthode, en tous les cas. Donc ça fait plus de 50 ans que Format Pélec réalise ce type de démarche, d'accompagnement, de formation, donc créé en 1972 donc par la FFIE et le CERS. On est vraiment spécialisé dans la formation des professionnels en génie électrique et en réseau de télécommunications. Donc si on parle de Silver Economy, effectivement, ça fait déjà quelques années, quand j'entends les sujets, sécurisation des habitations, domotique, ça fait quelques années déjà qu'on forme les intégrateurs électriciens qui vous proposent aujourd'hui déjà des solutions. Il faut savoir que Format Pélec, en 2022, a formé 11 700 salariés de PME, des TPE en France, mais également dans les dom-tom. Donc aujourd'hui, on a 6 sites de formation, alors 3 principaux avec des antennes. On a donc le siège à Cachan avec un centre de formation et tout près de Lyon et de Clermont-Ferrand. Donc 31 salariés, dont plus de la moitié de formateurs vraiment très expérimentés dans leur domaine. Et notre vocation est vraiment d'accompagner les entreprises. Non seulement, effectivement, on a un catalogue avec des formations déjà montées, mais le plus important pour nous est d'être à l'écoute des intégrateurs électriciens et de leur apporter une solution et de pouvoir monter des parcours de formation adaptés à leurs besoins. Donc les différents je dirais, domaines de Format Pélec, on en a parlé, la sécurité. Oui, la sécurité aussi bien pour les intégrateurs électriciens eux-mêmes, les électriciens lorsqu'ils vont intervenir, mais également la sécurité sur l'installation électrique dans le bâtiment. On a aussi tout un panel de formation dans la partie bâtiment intelligent et réseau de communication. Donc ça, ce sont quand même 2 domaines fortement concernés par la Silver Economy. On parlait des infrastructures de distribution d'énergie, c'est aussi bien la conception de l'installation électrique, mais c'est aussi les infrastructures de recharge de véhicules électriques, les panneaux photovoltaïques. On intervient également sur les réseaux de distribution publique, les réseaux aériens, notamment sur le site de Pont-du-Château, près de Clermont-Ferrand. On a des installations sur 3 hectares qui sont vraiment impressionnantes pour apprendre effectivement ce métier. Sur les éclairages d'une manière générale, on parlait de parcours lumineux, mais on a aussi une spécialité sur les éclairages extérieurs et en termes d'organisation et de management. Donc voilà, cette présentation, vraiment pour dire que Format Pélec, depuis plus de 50 ans, accompagne les intégrateurs électriciens, c'est son rôle, dispense des formations aussi bien sécurité que qualifiantes, et aide maintenant également les intégrateurs électriciens à recruter dans des domaines qui peuvent être et qui sont en tension. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, les stages qui sont déjà dans notre catalogue, sur l'habitat par exemple, les logements adaptés, la domotique, donc on parle de maisons intelligentes, de bâtiments connectés. Donc là, ce sont vraiment des solutions qui vont permettre aux résidents de vivre avec un certain confort. On parlait des volets automatiques, de l'ouverture du portail. Voilà, donc tout cela va pouvoir être vu dans nos formations. La sécurité et l'autonomie, aussi bien la sécurité de l'établissement, effectivement, mais aussi, on parlait de l'intrusion, les contrôles d'accès, les serrures connectées, la vidéosurveillance. Donc, tous ces domaines qui ont vraiment une grande importance pour la Silver Economy et donc les personnes seniors. Et puis la communication. On a parlé des réseaux, des échanges vidéo. Aujourd'hui, effectivement, si les petits-enfants n'ont pas accès à Internet chez les grands-parents, ça va être un peu compliqué. La période de la pandémie du Covid aussi a développé, je dirais, cette façon de communiquer, qui est quand même une nouvelle façon de communiquer, via
via des communications vidéo régulières. Donc l'Internet, effectivement, et la transition numérique arrive vraiment au moment opportun pour accompagner toute cette population qui a besoin d'être connectée et puis également de connecter les objets. Donc la connexion d'un objet, ça peut être tout simple, ça peut être aussi connecter un réfrigérateur et s'assurer qu'effectivement il a bien été ouvert ou il est bien alimenté à distance. Donc ça, l'Internet des objets va aussi pouvoir apporter ce niveau de sécurité. Juste pour permettre Eric de réagir là, sur cette diapositive, on peut la laisser la diapositive. Est-ce que là on voit finalement, là, ça répond aussi à Anne-Sophie, on en a parlé tout à l'heure, ça répond aux besoins. Là on voit effectivement le pilotage du chauffage, on voit la sécurité, bon, bien sûr électrique, et puis l'Internet, là, ces nouveaux usages dont ont besoin les personnes chez eux. Est-ce que là on a un peu, grosso modo, tout le package que doit avoir un électricien et qui permet de répondre aux attentes? Alors, c'est vrai pour la silver economy, mais en fait, c'est vrai pour tout le monde. Ouais. Tout le monde. Mes enfants sont beaucoup plus jeunes, et si on n'a pas Internet, ils sont perdus. Voilà, alors là, on est sur Internet, donc, Oui, non, mais la connectivité du logement, on parlait de l'Internet, mais c'est vrai pour l'ensemble, c'est valable pour le bâtiment en général. Est-ce qu'on a aujourd'hui des résidences, par exemple, ou des EHPAD sur lesquelles il n'y a pas Internet dans une chambre et donc finalement la personne est en difficulté pour communiquer? Alors, j'en ai pas à ma connaissance. Ouais, donc ça fait partie des prérequis. C'est l'Internet, qu'il arrive par la borne, par une box, par la fibre, par le coax. Il faut Internet dans le logement. Donc c'était déployé partout. Voilà, donc là, en tout cas, ça répond. Anne-Sophie, oui, peut-être pour réagir. Oui, il faut l'arriver, mais il faut surtout l'infrastructure pour le distribuer dans une bonne qualité, en fait, ce signal Wi-Fi. Et juste, alors, je n'ai pas les chiffres non plus, mais je pense qu'on se souvient tous d'images alarmantes pendant notre période Covid, où on voyait bien que la dimension et la transition numérique de ces types d'établissements n'avaient pas été du tout faits, puisque c'était les aidants, enfin les infirmières qui partageaient la connexion avec leur téléphone. Donc on voit bien qu'on n'avait pas du tout cette dimension de distribution du Wi-Fi comme un élément clé en fait de ces établissements et comme aussi un outil pour maintenir le lien social. Donc oui à l'arrivée, mais surtout à la distribution, et ça c'est votre sujet normalement. Philippe, vous voulez prendre le micro aussi pour réagir? Oui, juste en complément de ce que dit Anne-Sophie, l'installation courant faible, hein, tout ce qu'on évoque là, c'est du courant faible, en toute qualité et sécurité. Et j'ajoute, alors je ne suis pas du tout rémunéré par Consuel, mais qu'il y a une attestation courant faible, justement, qui fait le pendant du courant fort, qui existe, qui est délivré par le Consuel, et c'est vraiment un gage de qualité de l'installation. Il faudrait là aussi qu'on la fasse connaître, parce que Consuel est un organisme, comme je l'ai dit, quasi public et indépendant, donc on a tout intérêt à promouvoir cette attestation, qui est la conséquence évidemment de la qualité de tout ce qui aurait été fait avant. Christophe, donc vous accompagnez vous faites une transition numérique là, de l'électricien qui devient intégrateur électricien grâce à ces formations. Alors, la question qu'on se pose aussi après, derrière, il faut financer ces formations, et ça c'est un gros enjeu. Oui, effectivement, il faut pouvoir financer ces formations. Donc il se trouve qu'on a depuis le mois de juillet cette opportunité pour financer la formation dans le cadre de la transition écologique et de la transition numérique. Donc c'est ce qu'on appelle le FNE pour l'année 2023, donc c'est le Fonds national de l'emploi. Alors c'est vrai que la période est très très courte, hein, c'est sorti au mois de juillet et pour le moment ça s'arrête au 31 décembre. Donc, nous, pour aider justement les intégrateurs électriciens, on a créé un catalogue spécifique où toutes les formations potentiellement qui sont éligibles, que l'on anime déjà, qui concernent la transition écologique, et puis là, si on se rapproche de la Silver Economy, toutes les formations dans le cadre de la transition numérique sont mentionnées.
ce qui permet d'avoir des financements sur ces formations. Donc vous voyez aussi qu'il y a un troisième domaine qui concerne les grands événements. Alors, on pense tout de suite aux grands événements sportifs et puis aux enjeux à venir avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, où le besoin de formation va être très important. Donc effectivement, les formations liées à la Silver Economy dans le cadre de la transition numérique rentrent dans le périmètre du FNE. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'État a débloqué 256 millions pour les 11 OPCO. D'accord ? Que par exemple Constructis, les OPCO, alors pour le public, les organismes collecteurs en fait de formation, opérateurs de compétences. Voilà. Et donc le taux de prise en charge, donc il y a une demande, un dossier à élaborer conjointement avec notre organisme de formation qui permet la prise en charge de cette formation entre 70% pour les plus petites entreprises ou 50% pour les grandes entreprises. Donc ces dossiers, par contre, sont vraiment à monter le plus rapidement possible puisque l'échéance du 31 décembre arrive à grands pas, sachant qu'effectivement, il y a un délai d'étude du dossier d'à peu près 15 jours auprès des OPCO. Donc, oui, là, je voulais, Philippe, peut-être pour réagir, il y a une grosse opportunité pour les électriciens de monter leur dossier là, rapidement. Hein. Oui, alors 70%, c'est colossal en termes de budget. Donc, 2 points là-dessus. D'abord, le FNE formation, ça découle des décisions qui sont prises au niveau européen. Et nous-mêmes, on a pas mal agi avec notre organisation européenne pour que ça rentre dans le champ du FNE formation français. C'est quelque chose qui n'est pas très, très connu. Ensuite, oui, il y a effectivement des opportunités, sachant d'une part que nos entreprises sont quand même déjà bien accaparées par les formations obligatoires qui grèvent pas mal le temps et le budget des formations. Et ensuite, les entreprises, soit elles le font directement, soit elles s'appuient sur leurs fédérations départementales qui peuvent les aider aussi dans le montage, ou Constructis a des conseillers qui sont sectorisés par territoire et métier et jouent un rôle de conseil aux PME qui est assez important. Oui, donc ça c'est, on parle de calendrier, de qui on va voir là pour monter ces dossiers. Alors, Christophe, oui. Oui, tout à fait. Donc là, entre l'organisme de formation et l'organisme collecteur, par exemple Constructis, il faut monter ce dossier. Donc nous, on a des éléments à fournir, le devis, la fiche programme, et puis l'entreprise a également des données à fournir, le bulletin de salaire, etc. Il y a vraiment un dossier complet à monter pour avoir la subvention et donc pouvoir lancer cette formation qui pourra avoir lieu jusqu'à fin 2024, 31 décembre 2024. On a une année. Donc il faut monter le dossier tout de suite. Il faut monter le dossier tout de suite. Et après, on a encore un an pour réaliser les formations. Exactement. Alors là, on arrive sur un autre sujet maintenant qui est, et comme ça on aura balayé à peu près tous les sujets sur les montées en compétences. On parlait de difficultés à recruter, et donc ça c'est le sujet que vous allez développer, Tayeb, qui sont sous cet acronyme, alors j'ai pas retenu d'ailleurs, POEC. Alors juste en préambule, et ce qui est important, alors pourquoi ce dispositif alors je vais rebondir sur ce qui a été dit auparavant. Une chose qui est importante, c'est qu'en France, malheureusement, on est souvent dans le curatif au lieu d'être dans le préventif. Et ça, c'est un constat que j'ai fait, moi, quand je suis rentré chez Format Pélec il y a à peu près 7 ans. C'est que en fait, lorsque j'allais voir les clients, je me rendais compte que souvent, les gens venaient me faire part, en fait, de leurs problématiques de recrutement. Alors, on sait qu'aujourd'hui, le recrutement, c'est coûteux, c'est du temps. Et qu'en corrélation, on parlait des OPCO, donc j'ai travaillé étroitement avec Constructis. Et là, en fait, je me rends compte qu'il y a des dispositifs, des financements qui sont au service des entreprises, mais qui ne sont pas utilisés. Donc on se rend compte qu'on a 400 objets connectés à la maison, parce qu'il faut dire les choses, et qu'en communication, malheureusement, on prend énormément de temps et on ne se rend pas compte en fait, des problématiques qu'on peut avoir. Alors, moi, dans l'idée et dans l'approche, c'est de me dire, voilà, il y a un dispositif, donc je vais expliquer l'acronyme qui veut dire PEOC, qui veut dire préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Alors, collectif, c'est pour dire, en fait, pour faire simple, c'est quoi le principe, et je vais l'expliquer. Donc ça permet de former en fait, des personnes à la recherche d'un emploi sur des métiers en fait, en tension. Et on sait que alors, la transition est toute faite sur la Silver Economy, c'est de dire aujourd'hui, on va avoir, et on le sait par des chiffres,
une population vieillissante qu'on va devoir accompagner. Mais pouvoir les accompagner, il faut aussi, bien évidemment, comme on a dit, on a parlé de l'objectif, on a parlé des constructions, c'est certain, mais qui va venir installer dans les logements, bien évidemment, ça va être des salariés. Et ces salariés-là vont être en face de personnes qui, pour certains, moi je prends l'exemple de mes parents, et c'est un bel exemple, moi mon père, pour m'appeler, il est difficile pour lui de se connecter sur Internet. Donc on a, entre parenthèses, vulgarisé certaines choses pour pouvoir qu'il puisse se connecter et puisse nous joindre. Donc moi, dans l'approche de la POC, le principe il est simple, c'est quoi une POC ? C'est un dispositif de 400 heures, pour faire simple, où en fait on va former des personnes à la demande des entreprises. Donc les gens vous disent, alors expliquez-moi votre problématique. Voilà, ma problématique elle est celle-ci. Alors nous, pour Format Pellec, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi en tout cas, entre autres, je vais m'occuper du sourcing. Aujourd'hui on sait que le sourcing c'est une véritable problématique pour les entreprises. De pouvoir se dire, tiens, alors on va travailler énormément sur le savoir-faire, sur la reconversion. Alors, le sourcing, vous voulez dire, vous allez trouver les candidats pour les entreprises, c'est ça ? Exactement. Hein ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon travail à moi consiste à aller me rapprocher des pôles emploi, des associations. On va par exemple parler de Pleine Commune. Enfin, tous les acteurs qu'on peut trouver sur le secteur en Ile-de-France et autres, bien évidemment. Et en fait, c'est faire ce qu'on appelle des infos collectives. Le principe d'une info collective, c'est de venir et de dire à quelqu'un, voilà, moi j'aimerais travailler dans l'électricité, mais j'y connais rien. Et qu'à cela ne tienne, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est le savoir-être. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on va être amené à des personnes travailler dans des logements, dans des EHPAD, on se rend compte que la chose la plus importante, c'est la communication. Communiquer, c'est ça qu'on a besoin, et de former. Alors, ce qui est bien avec ce dispositif, et ce qui est génial, c'est que, en fait, ce financement est pris en charge par l'OPCO. D'accord ? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, centre de formation, nous sommes rémunérés par l'OPCO en question. Et le demandeur d'emploi, d'accord, lui, il est rémunéré par Pôle emploi. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en termes de coûts, c'est une manne. Et aujourd'hui, nous, moi en tout cas, je le parle, alors je ne vais pas citer les majors, mais aujourd'hui, sur notre site, aujourd'hui, ça représente 12 POC par an. Ça veut dire que chaque mois, d'accord, je fais une POC. Alors une POC sur l'éclairage public, sur la SLT, sur les aides d'électricien d'équipement du bâtiment, sur la fibre optique. Et là, on va faire ce qu'on appelle le multi-d'accord technicien. C'est-à-dire que le multitech, l'idée, c'est qu'il puisse intervenir dans des résidences, dans des habitations, et qu'il puisse accompagner. Quand vous dites 12 POC, oui. c'est 12 cycles. 12 formations. Mais donc il y a plusieurs personnes dans chacun des... Exactement. Ouais. Donc le dispositif, il est simple. On va, alors imaginez-vous, moi, par exemple, là, je suis en train de faire on va les citer, Eiffage Énergie. J'ai une POC qui va être 100% féminine, d'accord, sur les métiers de l'AEB. Donc l'idée, c'est aussi de diversifier, entre autres. Et là, on va recruter, alors imaginez-vous, un sourcing de près de 150 personnes et on va sélectionner 12 candidats qu'on va accompagner pendant 400 heures, l'équivalent de 57 jours, d'accord, donc 47 jours de formation théorie-pratique et 10 jours en entreprise. Voilà, donc finalement, une entreprise, si j'ai compris le dispositif, je vois Eric, vous le connaissiez ce dispositif ou pas ? Oui, peut-être vous prenez le micro. Alors, on en a bénéficié il y a plus de 10 ans. Oui. Alors c'était avec des AFPA et c'était le même principe. Exactement. Donc une entreprise vient vous voir en disant voilà, j'ai un besoin. Exactement. Et vous trouvez le candidat, vous le formez et à la fin l'entreprise embauche un candidat qui a été formé et ça lui a pas coûté de budget de formation. Allez-y. Oui, alors je ne sais pas comment c'est monté aujourd'hui, mais il y a plus de 10 ans, donc l'organisme qui avait mis en place la POC était notre chambre syndicale, la CS3E, et avec des AFPA, et on embauchait le candidat avant sa formation, à l'entrée dans la formation. Alors c'est peut-être ce que vous allez décrire, Taïeb. Alors en fait voilà, on parlait d'avantage d'une POC. Alors l'avantage c'est bien évidemment c'est que nous, centre de formation, on va faciliter l'embauche, c'est-à-dire l'intégration en tout cas du candidat à travers la formation. Et ce qui est important, c'est qu'aussi le candidat en question, lui, il se dit, moi j'ai une entreprise aussi derrière qui va pouvoir m'accompagner dans la formation. Parce que quand on fait une POC, il faut juste se rendre compte aussi, c'est qu'après, par la suite, on peut enchaîner sur un contrat de professionnalisation. Ça veut dire que l'entreprise, en fait, on se dit, on est conscient qu'en 2 mois et demi, que la personne va toujours être dans l'apprentissage. Donc,
l'entreprise bénéficie d'un financement qui est par son OPCO, hein, comme je vous l'ai dit, on l'a dit en amont, 11 OPCO sur le territoire, et bien évidemment d'un accompagnement. Et les chiffres sont là, 76% des stagiaires ayant suivi une POC sont en emploi à l'issue de la formation. Ce qui veut dire que, en fait, c'est un dispositif qui est efficace. Et l'amont, on a parlé de la POC, on va parler de la POI. Alors c'est le même principe, sauf qu'elle est individuelle, mais elle s'adresse aux salariés de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise, aujourd'hui, au sein de ses effectifs, parfois, elle se dit comment je vais pouvoir financer un de mes salariés, le monter en compétences. Et sachez qu'on a ce dispositif qui est à disposition. Donc voilà, pour ce qui concerne, s'il y a des questions, je suis à votre écoute. Voilà, donc on a compris le dispositif. Merci. Effectivement, Mathieu, on voit, j'imagine, vous travaillez avec tous les acteurs de la filière. On voit qu'il y a à la fois besoin d'électriciens, il faut les solutions. Est-ce que c'est votre rôle aussi, vous, de faire monter en compétence l'ensemble d'une filière pour qu'elle puisse répondre aux besoins ? On va l'accompagner. Je pense que dans un premier temps, ce qui a été le rôle de la filière, ça a été déjà de sensibiliser les pouvoirs publics à la thématique de manière très globale, l'adaptation des logements. Deuxième étape, adaptation des logements sur un périmètre beaucoup plus vaste que les aides existantes, qui étaient plutôt orientées, on l'a dit, vers transformer une baignoire en douche et installer un monte-escalier. Donc il fallait ouvrir un petit peu le logiciel, élargir le logiciel du législateur, entre guillemets, et dire c'est pas que ça et c'est pas si simple. Ensuite, faire travailler les acteurs ensemble, parce que finalement, ça veut dire beaucoup de métiers qui vont commencer à cohabiter, des entreprises qui vont cohabiter dans un même logement pour apprendre à travailler ensemble, se former, monter en compétences. Donc nous, on essaie d'être là un petit peu à tous les niveaux, cette montée en compétences. On est sur une thématique complexe parce que l'adaptation des logements au vieillissement, ça mêle les enjeux d'habitat, de logement et les enjeux médico-sociaux. Donc, et nous, quelque part, la filière Silver Economy, elle est un petit peu à la croisée de tout cela. Elle est à la croisée des acteurs du médico-social, désormais des acteurs du bâtiment, des aidants, des seniors eux-mêmes. Donc comment finalement il faut vraiment que chacun se mette à la place de l'autre. Il faut vraiment que chacun prenne le point de vue de l'autre pour apprendre à travailler ensemble. Et ça, c'est un point qui est très important et on tente d'y contribuer le mieux possible. Merci. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Là. Il est presque 11 heures sur cette conférence. On a encore une petite surprise pour vous, cher public et chers conférenciers. Alors, vous avez gardé vos smartphones. Je vois que d'ailleurs sur la scène, vous avez tous votre smartphone. Vous tapotez pendant la conférence allègrement. On va donc jouer parce que je vais vous expliquer ce qu'on a fait. On a un petit quiz pour vous, cher public. On a un caout. Alors, ce que j'ai voulu faire, puisqu'on parle de transition numérique, j'ai fait un petit exercice. C'est pas moi qui fais le quiz, parce que d'habitude, on faisait le quiz. Vous avez Benjamin Thaïs et Morgane Tudal qui sont en réalisation. On fait le quiz ensemble. Et c'est des longues discussions pour savoir quelles questions on va poser, des échanges. Et donc, je me suis dit, je vais aller plus vite. Et je vais tester le quiz avec l'intelligence artificielle. Donc, j'ai demandé à deux intelligences artificielles, en l'occurrence ChatGPT d'OpenAI et Bard de Google, de me construire le quiz. Et donc, sur lequel ce quiz, c'est 3 questions. Donc, c'est la requête que j'ai faite. Fais-moi 3 questions avec 4 réponses chacune, dont une réponse juste et 4 réponses et 3 réponses rigolotes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, vous connaissez ça bien sûr, qui s'appelle le prompt. Le prompt, c'est la requête que l'on fait. Donc ça nous a donné un quiz qu'on va voir ensemble. Alors Benjamin, donc avec les 2 IA, allez, vous êtes à peu près tous rentrés dans le quiz. Je vois Morgane aussi, parce que Morgane à chaque fois maintenant joue. Vous avez mis des pseudos cocottes. J'espère que vous allez gagner. Je vois qu'il y en a un. Et on lance le jeu. Benjamin, je vais récupérer la zapette parce que ça c'est moi qui vais. Elle est où la zapette Christophe, c'est vous qui avez la zapette? Voilà. Je vais la récupérer. Voilà, alors vous allez commencer par un quiz. Quel gadget les intégrateurs électriciens pourraient-ils installer pour les seniors? Rappelez-vous que c'est l'intelligence artificielle qui a construit ce quiz. Téléporteur pour éviter les escaliers, canne connectée, éclairage LED intégré, machine à remonter le temps et pour que les rayons de soleil ne réchauffent pas trop l'intérieur.
Voilà, vous avez tous répondu. Et voilà, il y avait une réponse juste. Effectivement, je suis allé voir sur Internet si ça existait. Effectivement, la canne connectée avec éclairage LED, c'est un truc qui existe. Donc celui qui a répondu ça, ben voilà, ceux qui ont répondu ça, vous avez raison. Il y en a 6 qui ont répondu. Et je vais donc avancer. Là, Benjamin, il y a un problème d'affichage annoncé normal. On va voir le nombre de points. Voilà, Eric, 934 points, Christophe, 788 et Tab, 741. Vous êtes dans les premiers. Deuxième question. Là, c'est un quiz. Réponses multiples. Donc, il y a plusieurs réponses multiples. Il peut y en avoir jusqu'à 4 réponses possibles. Hein. Quel est le rôle de l'interacteur électricien dans la Silver Economy? Connecter les seniors à Facebook pour les selfies lumineux, installer les systèmes pour aider les seniors à rester dans leur domicile, installer les lumières obligatoires, clignotantes, pour les soirées bingo, assurer la sécurité des seniors des maisons de retraite. Voilà. Vous avez dû répondre. Il y avait plusieurs réponses possibles. Voilà. Effectivement, il y avait 2 réponses justes. C'est installer des systèmes pour aider les seniors à rester dans leur domicile et assurer la sécurité des seniors des maisons de retraite. Eric, vous êtes d'accord avec ces 2... Voilà, prenez le micro peut-être. Bon, c'est les réponses que j'ai données également. Voilà. Donc on peut dire que c'est ça. On va voir ce que ça va donner en termes de quiz. Effectivement, Eric premier, Cocotte, voilà, qui vient de remonter. Ah voilà, je vois Cocotte. Solanov qui est dans la salle, Cocotte. C'est Carole, je vous ai démasqué Carole. Donc on va avoir sa dernière question. Alors la dernière question, vous avez compris, il y a beaucoup de points qui sont affectés à la vitesse de réponse. Donc cette dernière question, tout est jouable, ça va jouer sur la vitesse. Alors là, je vous donne il ne faut pas hésiter à sélectionner pas mal de réponses. Ça, je vous donne un petit truc parce que j'ai regardé. Donc il va falloir aller vite. Allez, Cocotte, à vous de jouer. C'est sur la dernière réponse. Pour quels travaux MaPrimeRénov' Adapt peut-elle être utilisée? Alors, tous les travaux de rénovation énergétique, les travaux d'adaptation du logement pour les personnes âgées uniquement, les travaux d'adaptation pour les seniors et les personnes en situation de handicap pour financer un... Voilà, il fallait aller très vite. La réponse juste, c'était pour les travaux d'adaptation pour seniors et personnes en situation de handicap. Est-ce qu'on est d'accord, Mathieu, là, sur cette réponse-là? Est-ce que c'était ça, Mathieu? Juste prenez le micro. Est-ce que c'était bien cette réponse, la réponse bleue, pour les travaux d'adaptation? C'est les deux. Hein. Oui, alors effectivement, dans tous les cas, ce que je disais au début, effectivement, il n'y a pas de limite en termes d'éligibilité des produits et de l'adaptation. Dès l'instant où on a prouvé que le service, l'adaptation, améliorait l'autonomie du senior à domicile, c'est éligible à MaPrimeAdapt. Voilà, merci pour cette précision. Allez, le podium, on va voir qui est-ce qui est troisième. Emmanuel qui est troisième. Est-ce qu'Emmanuel est dans la salle? Deuxième, Cocotte. Désolé, Cocotte, ça ne va pas être le premier. Et le premier qui est monté sur le podium, effectivement, c'est Eric. Bravo, Eric. C'est normal, vous étiez le professionnel, c'est vous, hein, Eric, vous étiez le professionnel. Bravo à vous. Voilà, merci, on a fait ce petit quiz. Merci à Chat GPT et à Bard pour ces questions. La canne connectée, je l'ai laissée, elle était un peu hasardeuse, mais je l'ai laissée. On peut applaudir et remercier les conférenciers pour cette présentation.